Afshin, tu as la parole. Merci beaucoup, je suis content d'être là. Bon, le chef m'a dit, professeur Bartoli, de parler un peu plus d'organisation que de mes conneries. Donc je vais introduire un peu, pour faire plaisir à Jean-Pierre Pruvot, un peu de ce qu'on fait comme organisation en même temps que de la nouvelle salle d'interventionnel. Alors la première chose, il faut savoir que 80% des étudiants en médecine ne savent toujours pas ce que c'est la radiologie interventionnelle. Donc ça pose un problème. Donc déjà là, il faudrait qu'on fasse un effort énorme dans nos facultés pour que les gens sachent ce qu'on sait. Pour les cliniciens, voilà à quoi on ressemble. Pour eux, on est Midas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il envoie les malades chez vous pour une néphrostomie, pour une ablation, pour un drainage, et c'est ça l'image qu'ils ont de nous. Mais en fait, nous, on veut être beaucoup plus attractif que ça. C'est pas seulement les salles, on veut ressembler un peu à ça, mais en réalité, pour l'instant, on ressemble plutôt comme ça. C'est l'image qu'ils ont de nous. Et l'organisation, comme disait professeur Bartoli, Jean-Michel, c'est important. Ça veut dire qu'il faudrait que de l'extérieur, on soit aussi organisé ou mieux organisé que le service de chirurgie. Sinon, on n'a pas de chance de compétition avec eux, et l'image est faussée, effectivement. Alors, l'image, ça veut dire quoi? On est des cliniciens, on nous envoie par pathologie. Ce n'est pas un service de néphrostomie, ce n'est pas un service de drainage, ce n'est pas un service de thrombectomie, c'est un service d'ischémie, c'est un service de douleur, c'est un service de traitement de tumeur, et c'est comme ça qu'il faut qu'on soit vu. Alors bon, l'organisation 1991, comme disait Eric, j'ai commencé comme ça, c'est un arceau Philips devant un scanner, je pense, GE. Donc, vous voyez, il y avait un rejet déjà qui se faisait. Donc, c'était comme ça que ça a commencé. C'était l'époque néandertale de l'interventionnel. Désolé, Philippe Légu est tout droite. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Le service aujourd'hui, alors comme on nous l'a dit, le service aujourd'hui ressemble effectivement à ça, aux hôpitaux civils. C'est un service dédié à l'interventionnel avec 3 blocs ISO 6, 7, disons voilà 7, avec une IRM, un salle de scanner angio KT et un angio. Donc le patient, on a 2 circuits séparés, ambulant et hospitalisation séparée, une bloc qui est réservé pour les infirmières et les aides-soignantes avec visualisation de tous les patients ambulants, et enfin la salle de réveil dédiée. Comme vous avez remarqué, on peut circuler tout autour du service sans passer par l'intérieur. Ces 1400 m² sont dédiés qu'à l'interventionnel. Ces 5 blocs qui sont dédiés à ça, comme il paraît qu'entre ISO 6 et 7, il n'y a aucune différence pour l'indication. Donc, comme on disait, risque 3, faisable à ce niveau-là. Bon, cette structure-là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons une des 5 salles qui était à Haute-Pierre, qui va être déplacée dans le nouvel hôpital, qui est le PMTL, le pôle médico-technique, au bloc opératoire, au 5e étage, en plein milieu avec les neurochirurgiens, les ORL, chirurgiens digestifs, et les orthopédistes qui sont au 3e. Donc on sera au bloc opératoire avec une 6e salle qui va venir s'ajouter. Donc on aura 2 salles dans cet hôpital qui va s'ajouter à ce que nous avons aujourd'hui. L'intérêt et les problématiques, je vais vous le montrer. Voilà le bloc de l'hôpital qui est reconstruit, dans lequel les chirurgiens ont demandé qu'on doit exister. C'est même pas notre demande à nous, c'est eux qui ont exigé que l'imagerie interventionnelle soit avec eux, avec 2 blocs. Et ils ont donné un de leurs salles qui était pour la neurochirurgie, ils l'ont dévié pour que ça soit pour la radiologie interventionnelle, ce qui est un très bon signe pour nous. Alors, comme disait, une des salles actuellement est armée pour la pathologie hépatobiliaire dans ce pôle-là, une 12e salle qui va être dédiée à une salle d'angio et scanner comme le 4TCT que nous avons actuellement. Le problématique de ces blocs opératoires, c'est quoi? C'est que l'ambulatoire dedans est quasiment impossible. Vous trouvez à un étage de bloc de chirurgie, vous ne pouvez pas faire monter les ambulatoires dedans. Ce qui fait que les malades ambulatoires devront être toujours faits à l'hôpital civil, chez nous, dans l'hôpital central, et les malades hospitalisés et spécialisés d'organes seront plutôt être déviés dans le bloc chirurgical. Donc il faut un problème d'efficacité et d'organisation. Ce qui manque, c'est les lits dédiés. C'est ce qu'il faut absolument obtenir dans le bloc de chirurgie. Je suis en négociation avec les chirurgiens pour que dans leur bloc et l'étage de chirurgie, on ait nos propres lits. Actuellement, on nous a donné 5 lits, mais en ophtalmologie. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, mais vu nos patients qui passent là-bas, ce n'est pas tout à fait le même clientèle. Alors, au point de vue médical, il y a 9 médecins plein temps et un mi-temps qui est en fait un anatomiste qui est mi-anatomiste. Chacun des radiologues a une spécialité d'organes. L'année dernière, 23 000 passages dans ces 5 salles,
avec 13 400 gestes réalisés. Donc vous voyez, c'est des blocs de 12 heures, ça devient très très lourd et avoir une 6e salle peut-être permettra de réduire un tout petit peu les durées de ces blocs et rendre un peu moins lourd la tâche. Il y a 2 gardes, une garde vasculaire et une garde non vasculaire. On a augmenté à 5 le nombre de personnes qui font les gardes vasculaires pour pouvoir y remédier, mais comme je disais en Angleterre, pour une garde vasculaire, s'ils ne sont pas 6, ils n'ont pas le droit de faire de garde. Donc on est toujours largement sous-effectif par rapport à cette activité-là. Je vous montre l'organisation de ceux qui ont NHC, l'IRM interventionnel à gauche, au centre vous avez le scanner et à droite vous avez le Conbeam City et l'ultrason qui est dehors. C'est ce que nous avons jusqu'à 2011-2017 avec l'ARSO, comme Eric vous l'a dit. Bon, on a fait des travaux qui ont duré 3 mois pour mettre ce que vous voyez. Bon, le tractopelle, on est passé par toutes les phases parce que ce n'est pas une petite affaire, hein, l'installation d'une 4DCT. Presque 3 mois d'arrêt, c'est vraiment très très délicat. Donc avant de se lancer là-dedans, évidemment, il faut réfléchir comment dévier votre activité pendant ce temps-là ailleurs pour pouvoir y arriver. Alors bon, là, cette salle a été installée, donc on passe de le Néandertal à un peu plus moderne, on est maintenant à Wolverine, un peu plus moderne. Pour pouvoir faire les choses, on a l'arthroscopie comme avant, on n'a plus besoin de le déplacer, le scanner est là, de 4 cm à 16 cm de volume, comme vous l'a montré Eric, ce qui est important pour certains cas, quand vous avez besoin d'approcher des organes très, par exemple les segments 7, 8 du foie, c'est toujours intéressant d'avoir le volume pour le faire, 8 ou 16, ou quand vous faites des ablations très larges, ici un récidive de mélanome, je savais qu'il ne me ratera pas, mais c'est intéressant d'avoir les volumes le plus large possible et très rapidement. Ça dure encore quelques secondes, la reconstruction des volumes, mais ça s'améliore de manière très très nette. Alors d'autres choses qui sont intéressantes pour les petites tumeurs, quand vous faites du thermique, il y a une autre mode qui est intéressant, c'est le mode fluoro direct. Ça veut dire quand vous le demandez sur une coupe, vous l'avez immédiatement. Quand vous le demandez en volume, c'est un peu plus lent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une image en temps réel pour voir si, par exemple, la dissection épidurale marche bien ou pas. Vous l'injectez avec un tube long, évidemment, vous ne mettez pas dans le rayon. C'est très intéressant d'avoir ça. Alors, comme vous le voyez, la machine est automatisée. Tous les deux savent exactement où ils sont. Bon, il faut un peu de manipulation quand vous voulez faire de scanner oblique. Il faut monter et descendre la hauteur de table. Ceci va changer bientôt avec les nouvelles systèmes de Genesis qui est un peu plus bas. Donc on aura un système beaucoup plus simple et les manipulations d'arceau et les montées et descentes de la table vont être beaucoup plus faciles qu'avant. Pourquoi on utilise cette salle? Par rapport à mon arceau, qu'est-ce que j'ai gagné? En fait, je dirais, les indications que j'ai surtout gagnées ici sont l'angio. C'est l'angiographie combinée dans la salle que j'ai gagnée. Parce que l'arceau, évidemment, vous n'avez pas le manip qui se muscle toute la journée face et profil. Ça, c'est la première chose. La dosimétrie, deuxième chose. Et enfin, ce qui est très intéressant, c'est effectivement le volume. Ici, par exemple, vous voyez l'installation de 19 aiguilles de cryo dans une tumeur desmoïde. Avoir la volumétrie d'un coup pour tout voir en même temps, une fois que vous avez mis le prix d'une corsa dans le malade, vaut mieux être sûr que vous avez vraiment détruit la tumeur. C'est sûr que votre hôpital vous sera reconnaissant si vous arrivez à montrer que tout a été détruit d'un seul coup. L'angiographie, comme on l'a dit, Boris Quillou a montré l'intérêt d'avoir ces choses-là en même temps. Pour nous, dans les ablations, c'est aussi intéressant. Ce n'est pas parce qu'on l'avait prévu, mais quand vous faites des ablations difficiles, par exemple, comme dans ce cas-là, l'ablation se passe très bien. Au moment du retrait d'aiguille, immédiatement, nous avons une hémorragie. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Le malade est sous anesthésie. Sans réveiller le malade, vous faites de l'angio. Vous faites de l'embolisation immédiatement. Quand le malade se réveille, c'est comme rien ne s'était passé. Parce que tout est arrivé dans la même salle, la même sédation. Il est essentiel pour les gestes difficiles d'avoir ce genre de choses. Enfin, les tumeurs qui nécessitent une embolisation avant l'ablation, comme les tumeurs par exemple en neuroendocrine, ici, vous avez des tumeurs hypervascularisées, ce n'est pas la peine d'essayer de les détruire en thermique sans avoir fait l'embolisation, parce que là, vous perdez énormément d'énergie. Vous faites de l'embolisation. Dans la même poussée, vous faites la cryothérapie ou l'ablation thermique qui se passe beaucoup plus facilement et beaucoup plus large, étant donné que vous n'avez plus cette perte thermique due aux vascularisations. Pour les techniques complexes, comme les vissages et reconstruction du bassin, c'est pareil. La scopie est très importante. Une bonne scopie avec une petite irradiation
volumique qui est important pour la mise en place de toutes ces vis et ces broches dans le bon axe. Donc, vous avez absolument besoin de la scopie dans ces cas-là. Ce n'est pas du luxe. Il faut pouvoir faire vraiment dans tous les axes et surtout voir dans tous les plans votre positionnement des trocars, même plus que le scan, parce que le scan reste en coupe. Par contre, le passage du scanner pour être sûr que vous n'embauchez aucune foramen, aucun endroit, est aussi nécessaire. Bon, c'est vrai que ça fait très plombier et vissage dans tous les sens, mais ça vous fait des très belles reconstructions du bassin où les chirurgiens apprécient énormément ce qu'on fait pour eux. Là, c'est quelque chose que pour eux, c'est une casse-tête chinois et surtout les malades ne vont pas bien. Alors, juste enfin pour pousser, pour dire que, évidemment, le scanner et l'angio, c'est très important, mais n'oublions pas, l'échographie de fusion et l'échographie reste aussi quelque chose de très important dans cette salle. Ce n'est pas très encombrant, mais ça peut accélérer vos procédures avec la fusion pour la mise en place de l'aiguille qui est beaucoup plus rapide parfois en échographie, par exemple dans le foie, qu'avec l'angiographie. Et alors, comme vous voyez, une fois mise en place, par exemple ici dans ce cas-là, il fallait absolument disséquer le diaphragme pour essayer d'éviter une hernie et surtout les douleurs. Là, vous voyez, la partie scopique permet de faire le tour et venir disséquer le diaphragme, comme ça vous n'avez aucun risque de douleur post-ablation ni de hernie. Enfin, finissons avec ce que j'aime le plus, c'est les gestes combinés. Les gestes combinés, comme vous l'avez entendu, sont faisables dans cette salle-là. Là, ici, on fait une concept nouvelle qui est en fait, à la place de mettre tout le rein en ischémie complet pendant la chirurgie, de trouver l'artère qui nourrit la tumeur, mettre un petit ballonnet dedans et faire la résection avec une ischémie partielle du rein, juste dans le territoire, qui fait ça. Donc ce concept, on l'a mis au point avec le chirurgien urologue professeur Lang. Les anesthésistes sont beaucoup mieux de l'autre côté. Donc si vous concevez une salle comme ça, mettez les anesthésistes, malgré que le scan va au mur, du côté tête du malade. Comme ça, ils ne vous sont pas dans votre environnement. L'utilisation du jet ventilation aussi a beaucoup aidé d'accélérer nos procédures, en particulier dans les organes mobiles. Il est très souvent utilisé. Les anesthésistes l'ont très bien accueilli. À la première partie, la partie angiographique, on trouve exactement l'artère qui nourrit la tumeur. Une fois qu'on est dedans, on fait une toute petite injection de 5 ml ou 10 ml de contraste. On regarde si on est bien dans le bon territoire au scanner. Si on est dans le bon territoire, on met notre ballonnet, on est content, on est exactement où il fallait. Les chirurgiens arrivent. On déplace le malade dans la position qu'ils veulent, on programme avec les chirurgiens ici, Hervé Lang, voir exactement ce qu'ils font, on met les premiers trocars en place, nous, ce contrôle scanner, et eux, ils commencent à travailler directement sur la tumeur, en y arrivant directement, et on gonfle le ballonnet. Et bien, vous savez, à chaque fois, ils sont tellement surpris que le rein d'abord ne saigne pas et d'autre part il n'y a pas une ischémie globale du rein et surtout il y a un truc qui est très marrant, dès que vous gonflez le ballonnet, la tumeur devient blanche. Seulement en ischémie, vous le voyez, une tumeur qui est visible sous leur vidéo devient blanchâtre et ils font la résection, on le retire et ça fait des gestes. C'est sûr que c'est peut-être pas un avenir énorme, mais c'est l'ouverture des gestes combinés dans ces salles-là. Ils sont très heureux de venir chez nous et ils vont jamais demander une salle dédiée à eux tout seuls parce qu'ils ont les compétences des radiologues et vous voyez à la fin de l'intervention, tout s'était très bien passé. En conclusion, je pense qu'il n'y a pas que le vasculaire dans ces salles-là qui compte. Les gestes combinés ont un intérêt. Il n'y a aucun intérêt, à mon avis, de les mettre dans les CH périphériques. C'est des grosses machines que les CHU en ont besoin pour pouvoir l'utiliser et donner accès à tout le monde et pouvoir combiner les gestes dans la même salle. C'est coûteux, c'est lourd, donc une seule machine ou deux machines dans chaque CHU, gros CHU de Relance, c'est suffisant. Par contre, il y a aussi des hôpitaux qui ont beaucoup d'interventionnels, pourquoi pas, mais sachez quand même que c'est lourd et très cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup Afshin, c'était comme d'habitude remarquable et tu fais toujours aussi envie. Peut-être le premier commentaire, c'est pour Philippe Brunner, en lui rappelant que Éric de Kervillers et notre ami Afshin ont parfaitement utilisé le bon vocabulaire, celui qu'on doit employer vis-à-vis des tutelles. On arrête de parler de procédure, la radiologie procédurière, ça n'existe pas, on parle de radiologie interventionnelle, donc je vous en supplie tous. On emploie tous le même terme, on fait des interventions et on parle de radiologie interventionnelle, c'est important. La défense de notre spécialité passe aussi par le vocabulaire. Donc gardons-le dans un coin de notre tête et n'employons plus que ce mot d'intervention. Donc Afshin, en deux mots, toi, tu travailles donc dans un bloc de radiologie interventionnelle avec un environnement complet et tu travailles dans lequel tu arrives à faire de l'ambulatoire. Et après, tu as une deuxième salle maintenant qui est en train de monter dans un deuxième service. Et là, tu es au milieu du bloc opératoire. Donc, si j'ai bien compris ta communication, d'un côté, quand tu es au milieu d'un bloc opératoire avec tes collègues chirurgiens, on peut dire que l'ambulatoire est impossible quand on est radiologue. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Alors, c'est au 5e étage d'abord, c'est fait pour les malades qui arrivent qu'en brancard. Déjà, la première chose, les malades ne peuvent pas monter se déshabiller, il n'y a pas de salle pour se déshabiller, il y a pas ça veut dire qu'il faut que je les déshabille au 2e, les monter en ascenseur au bloc, c'est pas du tout fait pour. C'est vraiment prévu pour le bloc opératoire, les malades sont préparés ailleurs et transportés en brancard. Donc pour l'ambulatoire, d'abord c'est trop coûteux, trop embêtant, ils vont circuler au milieu des malades. En Asie générale, c'est vraiment pas pratique. Donc ça, c'est un argument très fort hein, quand nos tutelles nous posent des questions sur la question de savoir où est-ce qu'il faut installer nos blocs pour qu'évidemment, pour des questions de coût, on soit capable de partager le matériel. À partir du moment où on a la possibilité d'arriver à une activité qui permet de faire tourner une salle en totalité, dans l'idéal, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit au sein d'un bloc de radiologie interventionnelle, au sein du service de radiologie. On a bien compris ce message, il faudra qu'on le rappelle et qu'on le soutienne. Juste un point par rapport à l'ambulatoire, c'est vrai que c'est un point qui peut motiver nos établissements à travailler sur le sujet de la radiologie interventionnelle et vouloir faire avec nous et tarifer nos gestes, parce qu'aujourd'hui les orientations vers le virage ambulatoire font qu'on est vraiment une spécialité hyper éligible à cette évolution. Donc il faut savoir le vendre. D'ailleurs, très récemment, la SFR et la FRI, SFR-FRI, ont été contactés par la Cour des comptes, autosaisis. Ils se sont autosaisis sur le sujet de l'intérêt de la radiologie interventionnelle dans l'aboutissement de ce souhait de virage ambulatoire. D'où l'intérêt de travailler avec nos médecins DIM dans nos structurations, qu'elles soient près du bloc ou peut-être pas, peut-être plus près dans des cas particuliers de services de radiologie organisés en type de bloc, mais en tout cas avec ce souci de favoriser l'ambulatoire parce que c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être jouer pour le développement de notre spécialité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va attaquer peut-être avec... juste un petit mot d'abord, encore un autre commentaire, je suis désolé mais je crois que c'est important. Vous avez entendu les compétences de nos 3 collègues ici présents qui ont fait leur présentation. Et moi personnellement, je tiens à souligner publiquement le travail de Louis Boyer et d'Alain Luciani qui, pour le Collège d'anciens en radiologie français, ont défendu l'option RI avancée, radiologie interventionnelle avancée, dans le cadre de la réforme du DES, qui veut dire que tous nos nouveaux internes auront pour à peu près un tiers de leur promotion la possibilité d'avoir une formation spécifique qui rallonge l'internat d'1 an en radiologie interventionnelle avancée, qui permettra de se servir de ces nouveaux outils qui sont à notre disposition actuellement de façon optimale. Donc merci Alain, merci beaucoup Louis. Est-ce qu'il y a des questions pour la communication d'Éric de Kervillers? On a 4 minutes. Monsieur, si vous voulez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. En attendant, on était donc sur le 3D CBCT. C'était devenu notre... top, up-to-date, c'était le fantastique. Et maintenant, ça y est, tu es le pionnier du 4DCT. C'est upgradable, on a déjà vu la question tout à l'heure pour une autre modalité, est-ce que c'est upgradable? Et tu envoies, comment il s'appelle, Afshin a déjà donné la réponse, 20-30 globalement. En France, toi, tu penses qu'il en faut plus ou pas? En France, il va y en avoir un 4e, il y en a 3 pour l'instant, il y a Saint-Louis, Montpellier, et Strasbourg. Il y a celui d'un qui va être installé à l'IGR. Il y en a un, c'est pas la France, c'est la Suisse, c'est à Lausanne qui va être installé. Il y a probablement la place pour encore peut-être moins de 10 machines. Hein. Je ne pense pas qu'il y en aurait énormément. Allez-y, monsieur, pour la question. Et bonjour. Je voulais avoir une idée du rôle du manipulateur radio dans ces salles-là. Parce que j'ai l'impression que finalement, c'est le radiologue qui switch entre les différentes modalités d'acquisition, et je voulais savoir quel était devenu le rôle du manipulateur dans ces salles. Allez, Eric pour commencer répond et après Afshin. Alors le rôle du manipulateur, il est fondamental, et j'en veux pour exemple le fait qu'on ait inscrit une de nos manipulatrices au DIU d'interventionnel de Marseille pour les manipulateurs, parce qu'il y a un rôle d'organisation, un rôle de supervision. Et c'est vraiment un partenariat, je veux dire, ça a énormément rapproché l'équipe de manipulateurs de l'équipe médicale, ce scanner interventionnel, et on travaille vraiment, on a établi des relations de confiance qu'on n'avait pas forcément avant sur la partie diagnostic. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose, en termes de team building, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous êtes rassuré? On va voir si à Strasbourg c'est pareil. Moi, je considère les manips interventionnels comme des e-bots de bloc opératoire. C'est exactement leur tâche. Quand les visiteurs arrivent à Strasbourg, nous les impressionnons jamais, mais ils sont impressionnés par les techniciens radio, par la tâche qu'ils ont pris, par l'envie qu'ils ont eue et qu'ils font que de l'interventionnel. Ça, pour moi, c'est très important. Ils sont spécialisés en interventionnel. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Oui, Oui, moi. Oui, pardon. Moi, j'ai 2 questions. D'abord, toutes mes félicitations. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer le concept de bloc de radiologie interventionnelle dans un service de radiologie
à votre administration qui voit que des blocs fusionnés, blocs opératoires et installation de salles de radio dans les blocs opératoires? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est ces salles mixtes hybrides. Comment vous les voyez dans le cadre de l'urgence, la gestion du patient polytraumatisé ou, par exemple, en neuroradiologie interventionnelle, la thrombectomie avec le one-stop shot pour, par exemple, traiter les patients en faisant un scanner et une angiographie en même temps? Alors, pour la partie réglementaire et le passage, en fait, on a commencé à faire des gestes compliqués de niveau 3 avant d'avoir ces salles-là. Et puis un jour, on a dit à l'administration, bah, écoutez, si on continue à les faire, vous allez aller en prison, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir un hôpital, de diriger un hôpital qui fait des gestes comme ça. Alors ça leur fait peur. Ils ont dit, bon, bah, ils ont vu les courbes d'activité, ils ont vu que ça augmentait. Ils ont dit, bah, on n'a pas d'autre choix que de se mettre aux normes. Et ça s'est passé tout seul. Et effectivement, ces matériels-là, moi j'ai eu certains visiteurs pour des appels d'offres à l'étranger. Il y a des visiteurs qui commencent à venir chez nous pour voir le concept et pour se prendre en charge des patients polytrauma, parce qu'il y a notamment un centre en Scandinavie qui est très intéressé par ce type de projet. Moi, Philippe, j'ai un conseil, c'est après il faut choisir les bonnes spécialités avec qui s'associer pour travailler. Un bloc tout seul, isolé, c'est pas facile. Il y a un fantastique exemple en France qui est celui de Sébastien Novelas et d'André Orgopoulos à Arnaud de Sank, activité libérale dans lequel le scanner et l'angio sont moitié interventionnel et moitié diagnostic, avec un système de ventilation absolument phénoménal. Si vous voulez aller voir ça, parce que vous n'avez qu'une seule salle à monter, sinon si vous avez plusieurs salles à monter, ça me paraît assez simple de s'associer avec des spécialités, de partager son plateau de radiologie interventionnelle avec en particulier les gastroentérologues et les endoscopistes, parce qu'eux ils sont demandeurs et ils n'auront jamais les moyens de se payer ça, donc c'est une façon facile, assez simple de mutualiser les plateaux. Et puis nous finalement c'est associé avec les cardiologues, on est chacun dans le même bloc parce qu'il faut un minimum de salles pour avoir la SSPI et les salles de préparation, donc finalement on travaille avec eux, chacun a ses salles, on fait chacun notre vie, mais en tout cas l'environnement global est le même, donc pour l'établissement ça fait faire des économies. Vis-à-vis d'autres spécialités, c'est des fois plus compliqué, mais tu vois que moi je trouve qu'il y a déjà pas mal de spécialités avec qui on peut commencer à travailler sans avoir besoin d'aller chercher des complications. Afshin, qu'est-ce que tu as comme idée toi? Moi je pense qu'exactement, il faut trouver les vrais partenaires. Je pense que c'est une question d'hommes. À Strasbourg, j'ai aussi des chirurgiens. Je dois avouer quand même que 85-90% d'entre eux sont très supportifs. Comme je l'ai dit, même pour nous donner un bloc dans le nouvel hôpital, le neurochirurgien a donné sa plus grande salle pour que nous soyons avec. Donc je pense que s'entendre avec les gens avec qui on peut s'entendre, c'est important. Et deuxièmement, pour les polytraumes, c'est ce que j'ai vendu en disant que le 4 TCT qui est actuellement chez moi, le transférer dans l'autre hôpital pour pouvoir répondre justement au polytrauma. Pour dire de toute façon, il montait en angio, l'équipe d'angio, il peut switcher ces deux salles contiguës. Ça aussi, c'est très important. Ne vous laissez pas éparpiller. Quand ils vous mettent un salle d'angio, un étage, l'autre à l'autre, c'est même pas la peine parce qu'il faut qu'on soit ensemble. C'est chez nous que le patient doit arriver pour le polytrauma. Enfin, moi, personnellement, c'est ma vision. Une fois qu'il est passé au SAU, il faut qu'il arrive chez nous, à la fois sur le plan diagnostique et thérapeutique. Donc, il faut essayer de faire en sorte que scan IRM pour la thrombectomie et le bloc interventionnel soient le plus proche possible, en essayant de faire en sorte que ce soit relié pas très loin du SAU, mais il faut que ce soit le plus proche possible. Sophie, c'est à toi que va arriver la conclusion, parce que je vois que Marc et Alain sont pressés, ils ont raison. Un mot juste pour parler et terminer en remerciant les orateurs. Car dans le combat qu'on mène organisationnel avec des JOS, il y a le combat d'après, c'est la tarification. La tarification, ça passe par des études médico-économiques, des études scientifiques du plus haut niveau possible, mais aussi de la com. Et je pense qu'on a ici des internes strasbourgeois, sauf erreur de ma part, donc vous avez été formés au même endroit tous les deux. Et en tout cas, qui montrent qu'ils savent parler de notre spécialité, et je les en remercie parce que je pense que la médiatisation, la communication auprès des pouvoirs publics, de la population, c'est aussi un bras armé pour nous. Voilà, je vous remercie.